Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pendant cette période de fête nationale, une période où les Monégasques sont unis autour de la famille princière. Voici le sommaire. Focus sur les derniers et petits détails de ces célébrations avec la répétition générale dans la cour d'honneur et sur la place du Palais. Notre invité, Thomas Fouilleron, reviendra sur l'histoire de la fête nationale, sur les hommages rendus au prince Régnier III et sur le choix de la date du 19 novembre. Le mois de novembre est aussi synonyme de la No Finish Line, une course au grand cœur où tous ceux qui y participent permettent de faire grossir une cagnotte au profit de l'enfance. Eh bien, nous vous présenterons la petite Luna, cette jeune monégasque qui a subi une greffe du cœur au printemps dernier. Vous allez le constater, elle va beaucoup mieux. Il est dans le top 10 des meilleurs joueurs de double. Le représentant monégasque Hugo Nys s'est donc retrouvé à Turin pour ce que l'on appelle le Master de l'ATP Finale et il sera avec nous. Nous vous présenterons un film documentaire sur Herbert Traub, le destin français d'un indésirable. Il s'agit d'un des derniers grands témoins de l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, comme tous les samedis, nous retrouverons Alexandra Pagny aux États-Unis. Nous irons aujourd'hui au siège des Nations Unies avec une exposition de timbres de Monaco de différentes époques. Comme chaque année, la répétition générale de la fête nationale se déroule la veille du 19 novembre, ce samedi matin à l'aube. Une équipe de Monaco Info y a assisté afin de lever le voile sur les derniers réglages. Reportage de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. C'est une tradition, la répétition générale de la fête nationale a lieu le 18 novembre très tôt le matin. L'occasion de régler les derniers détails dans la cour d'honneur du Palais Princier. Cette année, le souverain a souhaité que la fête nationale s'inscrive dans la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. C'est un prince qui a fait beaucoup pour le corps des carabiniers, puisqu'il a été un peu le prince qui a modernisé un peu le corps à l'époque, puisqu'il a créé le peloton motocycliste, il a créé aussi la fanfare de musique, enfin, il a créé énormément de choses. La tenue, c'est sous son règne, la nouvelle tenue. Voilà, donc c'était important, mais pour nous, que ce soit tous les souverains, nous attachons, je dirais, nous avons un attachement particulier, même si on n'a pas, moi le prince Régnier je l'ai connu puisque je suis rentré sous son règne, c'est lui qui m'a remis mes premiers galons, mais tous tels que nous sommes très attachés au prince et à sa famille. Du côté de l'orchestre des Carabiniers du Prince, les répétitions permettent de revoir le programme des œuvres musicales interprétées cette année et d'être prêt pour la grande échéance. C'est essentiellement, je dirais, tout le registre, je dirais, de l'armée d'Afrique. Hein. Donc, vous avez entendu le caïd, vous avez entendu les Africains, vous avez entendu le chant des tabors, qui rappelle un petit peu cette histoire qui a disparu, mais qui est quand même toujours présente dans les traditions de la Nouva, avec le costume aussi traditionnel, la présence du bélier, la présence du chapeau chinois. Voilà. Rendez-vous donc ce dimanche 19 novembre pour la nouvelle fête nationale à suivre en direct sur Monaco Info. Mais avant le jour J, il y a bien sûr les remises de médailles avec par ordre chronologique. Vendredi après-midi, le prince Albert II a remis dans la cour d'honneur, en présence des membres de sa famille, les décorations de l'ordre de Saint-Charles, avec 4 grades différents, chevalier, officier, commandeur et le dernier, grand officier, c'est le docteur Frère, administrateur du Monte Carlo Festival, à qui le prince a remis cette distinction. Le souverain qui a remis le même jour les médailles de l'ordre des Grimaldi. Cette cérémonie s'est également déroulée dans la cour d'honneur. Le lendemain, ce samedi donc, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a remis traditionnellement les décorations du mérite culturel, une récompense pour les personnes qui ont œuvré au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco. Et pour finir, le souverain a remis des médailles d'honneur saluant le travail des bénévoles, mais aussi du mérite national du sang, de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque. Célébration de la fête nationale toujours, c'est une véritable bible concernant l'histoire de la principauté. Il connaît absolument tous les détails de tous les princes et seigneurs régnant sur le rocher. Et pour nous parler de ce 19 novembre, de cette édition 2023, on se retrouve avec le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier dans l'open space de notre rédaction. Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir. Cette année, nous allons vivre une fête nationale un peu particulière avec des hommages rendus comme ça au prince Régnier III. Bien sûr, puisque le régiment, en tout cas le régiment qui a recueilli la tradition du régiment dans lequel le prince Régnier III
alors prince héréditaire, jeune prince héréditaire, depuis quelques mois, en 1944, au moment de la libération de Monaco, de la libération de l'Europe, il s'engage dans l'armée française et il va mener toute la campagne de France, de libération de l'Alsace notamment, et jusqu'à Berlin, puisqu'il fera partie de la mission militaire alliée à Berlin. C'est d'ailleurs là où il rencontrera son premier ministre d'État, celui qui sera son premier ministre d'État en 1949, Jacques Rueff, et une exposition actuellement présentée dans le hall du ministère d'État rappelle ce ministère très important, ce ministère Rueff qui durera quelques mois, un peu plus d'un an, mais qui a assis la vision qu'avait le prince pour quasiment la totalité de son règne. Et ce régiment, donc, sera présent pour cette fête sur la nationale, place du Palais. Voilà, avec le caporal Messaoudsis, absolument, qui est un bélier. Voilà. Et dans le sillage des invitations que le commandant supérieur de la force publique fait depuis quelques années. Nous nous souvenons que l'année dernière, dans le cadre du centenaire, cette fois de la disparition du prince Albert Ier, eh bien, la marine espagnole et la marine française, dans lequel le prince Albert Ier avait servi, avaient été invités. Donc il y avait évidemment une logique, en cette année Régnier III, à inviter l'armée française dans laquelle a servi le prince Régnier. Quelle a été l'évolution de cette fête nationale, comme ça, au fil des temps? Alors, si on remonte assez haut dans le temps, la fête nationale était plutôt dans l'esprit au moment de chaque retour de la famille princière. Donc, il y avait des entrées solennelles qui étaient organisées périodiquement, donc chaque année ou 2 fois dans l'année, à chaque fois que la famille princière revenait à Monaco, avec toute une architecture éphémère, des arcs de triomphe, etc. Et puis, la fête de Sainte-Dévote, évidemment, qui est documentée depuis le XVIIe siècle et qui faisait fonction de fête religieuse nationale, en quelque sorte, parce que Sainte-Dévote est la protectrice de la principauté. Il faut attendre le règne du prince Charles III en 1857 pour que véritablement la fête du prince, telle que nous la connaissons aujourd'hui, voit le jour. Alors, très modestement au départ, un Te Deum, évidemment, pour rendre grâce pour la santé et la vie du souverain, et puis progressivement un certain nombre de réjouissances, notamment financées par la Société des Bains de Mer à partir de 1863, donc reprise cette année-là par François Blanc, le magicien de Monte-Carlo, et on voit les illuminations, donc on voit les réjouissances populaires être organisées en soirée. Et puis en 1871, pour la première fois, une prise d'armes, une revue des troupes. Mais tout cela se fait paradoxalement en l'absence du souverain et durant tout le règne du prince Albert Ier. Il faut attendre 1924. Louis II. Louis II, absolument. Le prince Louis II succède à son père en 1922, mais voit son intronisation après le deuil, donc en janvier 23, et la première fête nationale de son règne, c'est le 17 janvier 1924. Alors pourquoi 17 janvier? Vous allez être étonné, j'anticipe la question. Mais pourquoi le 17 janvier? Normalement, on aurait dû fêter le prince le jour de son saint patron, c'est-à-dire la Saint-Louis le 25 août. C'est mal placé, c'est en plein été, c'est en période de congé, et le prince Louis choisit le jour... Prénom de sa fille? De sa petite fille. De sa petite fille. De la princesse Antoinette. Antoinette. Voilà, puisque c'est le jour de Saint-Antoine abbé, et au début de l'année 1923, c'est sa seule héritière. Donc quand est fixé le jour de l'intronisation, qui après, et c'est aussi une des traditions de datation de la fête nationale, ça peut être le jour du Saint-Patron ou le jour de l'intronisation du prince. Et pour arriver au prince Régnier III, le prince Régnier III a conjugué les deux, puisque après une hésitation dans les 3 premières années, puisqu'il est intronisé le 19 novembre 1949, mais les réjouissances populaires de l'avènement sont repoussées au printemps 1950. Et donc en 1950, en 1951, la fête nationale a lieu au mois d'avril. Et finalement, en 1952, donc le 19 novembre 1952, est fixé à la fois donc, le rappel de l'intronisation de 1949, et en même temps la fête de son saint patron, le bienheureux Régnier d'Arezzo. Et le prince Albert II a gardé cette date, le 19 novembre. La question est naïve, mais qu'est-ce que le prince Régnier III a apporté historiquement à la principauté? Qu'est-ce que l'on va garder, vous qui êtes un homme d'histoire, qu'est-ce que l'on va garder du prince Régnier III? C'est maintenant un lieu commun de dire que c'est un prince bâtisseur, et bâtisseur pas seulement en termes d'urbanisme, mais on a vu avec l'exposition Rueff l'apport, la vision qu'il a eue de la mise en souterrain de la voie ferrée qui était fondamentale pour le réaménagement du territoire monégasque, mais évidemment bâtisseur des institutions
que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc son héritage est à multiples facettes. Et dans la fête nationale, notamment les remises de décoration. Il a lui-même créé un certain nombre d'ordres, l'ordre de Grimaldi, l'ordre de la Couronne, l'ordre du mérite culturel. Donc son règne, et ses 56 ans de règne, ont progressivement étoffé la fête nationale avec les distributions de colis, les visites aux aînés, donc de toutes les composantes que l'on connaît aujourd'hui. Depuis le 31 mai, on commémore le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Quelles seront peut-être les prochaines dates à retenir ou les grands événements à retenir? Alors très prochainement, hors de la principauté, un hommage en Corse à Luciana, dans le musée Régnier III, le musée archéologique de Mariana, autour du prince Régnier III et de sa dévotion évidemment pour Sainte-Dévote, puisque son pèlerinage le 9 juin 2003 a été son dernier grand déplacement hors de la principauté. Il avait tenu à s'associer au début des commémorations du 1700e anniversaire du martyre de Sainte-Dévote en 303-304. Et puis évidemment l'exposition qui va ouvrir aussi dans quelques jours sur le cirque. Il a été le fondateur du Festival du cirque, donc il y a presque 50 ans maintenant, en 1974. Et puis, plus anecdotique, mais qui nous renverra à ce qu'il a appelé sa période d'insouciance, sa période de jeunesse, la pièce jouée par le studio de Monaco, Les Jours Heureux, dans laquelle il jouait en 1942-1943, quand il était lycéen à Montpellier, donc dans une troupe d'amateurs, mais qui s'était produit publiquement devant toute la bonne société montpelliéraine. Et on sait maintenant qu'en 1943, Marcel Sablon et Marcel Pagnol assistaient à la représentation. Thomas Fouilleron, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Direction Fontvieille avec la No Finish Line. Parmi les nombreux participants, Luna Sirio, une jeune monégasque de 11 ans. Elle a dû subir une greffe du cœur au printemps dernier à Marseille. Après cette terrible épreuve et une convalescence, Luna a chaussé ses baskets. Vanessa Dessy et Thomas Deus l'ont rencontrée. Reportage. Elle s'appelle Luna et elle a reçu une greffe de cœur cet été. Cette jeune monégasque de 11 ans a été sauvée par l'hôpital de la Timone à Marseille. Ça a commencé le 8 mars. J'étais chez ma grand-mère et je me sentais pas bien. Et moi j'aime bien les séries télévisées dans le sens hôpital, tout ça. Et en fait, je me réveillais d'un coup, j'étais en sueur, j'étais pas bien. Et là, j'ai toujours été très sportive, donc je sais comment mon cœur il bat, tout ça. Et en fait, je sentais que mon cœur il battait pas normalement. On monte aux urgences, on fait des examens. Et là, on me dit que je dois aller à la Timone à Marseille, que l'hélicoptère nous attendait. Et de là, je suis restée 1 mois et demi là-bas. Et de là, on m'annonce que on a en attente d'un cœur pour moi. Le 24 mai, papa il faisait la nuit. Il regardait Alien, ça m'a marqué. Il regardait Alien. Et le moment où, vous voyez, il y a la musique qui arrive, que l'Alien il arrive, la mère elle pose la main sur l'épaule de mon papa. Et de là, ils disent monsieur, le papa Luna, on a un cœur, on a un donneur. Malgré les épreuves et son jeune âge, Luna est aujourd'hui un exemple de force et de vie. La jeune fille a souhaité participer à la No Finish Line afin de faire passer un important message. Ce que j'ai vécu, ça me donne force, dans le sens où j'ai quelque chose en plus des autres. Qu'on parle pas assez des dons d'organes et que c'est tout le mois de juin, c'est le mois vert. Et le 22 juin, c'est la journée nationale des dons d'organes. Et que ça sauve beaucoup plus de personnes qu'un cancer. De par ma maladie, on peut quand même réussir. Et que ça m'a sauvée. Et que maintenant je suis en pleine forme, comme si rien s'était passé. Que mon cœur maintenant, c'est comme si c'était mon cœur de naissance, malgré que c'est le cœur de quelqu'un d'autre. Luna a de grands projets et elle envisage de créer sa propre association dans le but de promouvoir les greffes d'organes. Un exemple de courage, et sachez que vous avez encore jusqu'à 16h ce dimanche pour courir ou marcher pour la bonne cause, puisque 1 kilomètre parcouru correspond à 1 euro reversé à Children and Future au profit de l'enfance. Vous voyez d'ailleurs les joueurs de la Roca Team participer à cette aventure humaine qui a débuté en 1999. La Roca Team que l'on retrouvera sur le parquet du Stade Louis II ce dimanche à 16h30 face à Blois. Match comptant pour la 12e journée du championnat de France de basket.
Las Vegas a l'air de réussir au Monégasque. Le boxeur Hugo Micallef y a remporté son 9e combat pro jeudi dans la nuit en dominant son adversaire au 4e round par KO technique. Eh bien, ce samedi matin, son ami d'enfance Charles Leclerc s'est octroyé la pole position pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. C'est sa 23e pole position. Le départ du Grand Prix demain matin, 7 h. Nous y reviendrons dans l'édition de dimanche. En tennis, il a effectué sa meilleure saison en double cette année, entre autres finaliste d'un Grand Chelem et vainqueur d'un Master 1000. Hugo Nys, le représentant monégasque, est actuellement à Turin, même s'il n'est que remplaçant. C'est en quelque sorte le Graal de tout tennisman, le master des masters, et il est avec nous. Hugo Nys, bonsoir. Bonsoir. C'est une première dans l'histoire de la Principauté. Un représentant de la Fédération monégasque de tennis est présent aux ATP Finales de Turin. Vous y êtes en ce moment. Pour les non-initiés, qu'est-ce que l'ATP Finale ? Alors, les ATP Finales, plus connu sous le nom du Masters, c'est le tournoi qui réunit à la fin de l'année les 10 meilleures équipes du monde en double et les 10 meilleurs joueurs de simple, avec 8 titulaires et 2 remplaçants. Voilà, c'est vraiment le tournoi de fin d'année où se réunissent les meilleurs mondiaux. Voilà, donc les 8 premiers au classement mondial sont qualifiés. Vous êtes 9e au classement avec votre coéquipier polonais Jan Zielinski. Vous êtes donc remplaçant. Il se peut que vous participiez à la compétition ? Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour des phases de groupe, donc c'est très peu probable qu'une équipe sortir, voilà. Mais bon, on aura été là toute la semaine au cas où et surtout, on a bien visualisé pour être là l'année prochaine en tant que titulaire. Exactement. Qu'est-ce que représente pour vous, même si vous n'allez peut-être pas jouer, mais cette présence à Turin, à cette ATP finale, ça représente quoi ? Bah, beaucoup de fierté parce que voilà, c'est la première fois pour moi, première fois qu'on finit dans les 10 meilleures équipes du monde. C'est vraiment le tournoi où on rêve de participer quand on est petit parce que c'est le Graal du tennis avec que les meilleurs mondiaux. C'est vraiment le tournoi qu'on rêve de jouer et moi, ça me donne énormément d'envie pour l'année prochaine. Mais voilà, déjà beaucoup de fierté d'avoir pu participer cette année, même en tant que remplaçant. Et voilà, même pour mon pays, pour la Principauté, pour la Fédération monégasque de tennis, beaucoup de fierté parce que c'est une première et voilà, je compte bien revenir. Et ça récompense une bonne saison, parce que ça a été une bonne saison pour vous. Quart de finale de l'US Open, alors ça c'est en 2022, mais en 2023, finaliste de l'Open d'Australie et vainqueur du Master 1000 de Rome. On est bien là, non ? Ouais, il y a eu un quart de finale même à l'US Open cette année, on l'a refait cette année et on a terminé notre année la semaine dernière par un titre en ATP 250 à Metz. Donc oui, de très loin ma meilleure année jusqu'à présent. Je finis au classement individuel 15e joueur mondial, donc ça n'a jamais été atteint dans l'histoire de Monaco. Donc très très fier et je compte encore grappiller 14 places l'année prochaine. Et puis vous êtes participé aussi à la Coupe Davis, hein. Il va y avoir un rendez-vous important en début d'année prochaine. Très important, on se déplace au Paraguay en février après l'Open d'Australie. Donc on va tous bien se préparer pour cette rencontre qui sera pas évidente parce qu'on va là-bas, il va faire très très chaud. On sera dans des conditions un petit peu hostiles, mais on aime beaucoup ça et je pense que l'équipe répondra présente et voilà, on fera tout pour ramener la victoire. Qu'est-ce que ça vous fait justement de représenter une nation comme Monaco en Coupe Davis ? C'est beaucoup de fierté, la Coupe Davis. Chaque année, on attend ça avec impatience, les rencontres de Coupe Davis avec l'équipe. On est une famille, nous, à la Fédération monégasque de tennis. Donc, beaucoup de fierté de représenter notre pays, de mettre le pays sur la carte du tennis mondial. Et voilà, donc toujours beaucoup de fierté, beaucoup d'envie. On a hâte de faire cette rencontre à enjeu. Hugo Nys, félicitations pour votre saison et puis cette présence à l'ATP finale de Turin. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci à vous. Direction le Théâtre des Variétés pour y découvrir le film documentaire de Clara Laurent, Herbert Traub, le destin français d'un indésirable. Herbert Traub est considéré comme l'un des derniers grands témoins de l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Alban Gingembre. Rescapé de la Shoah, résistant, légionnaire, soldat de la libération, Herbert Traub amène Clara Laurent, réalisatrice, sur les lieux qu'il a traversés depuis sa naissance à Vienne en 1924, pour lui raconter son histoire à la fois dramatique, singulière et épique. J'avais lu les mémoires d'Herbert Traub. J'ai été époustouflée en fait par son itinéraire qui est à la fois
exemplaire et exceptionnel. Et il me semblait que Herbert Taube était trop méconnu. Son livre n'est hélas pas très bien distribué. Et j'ai eu la chance en fait de faire sa connaissance. Il a été d'accord pour que je l'embarque dans les différents lieux qu'il a traversés. Donc aussi bien Vienne en Autriche que Marseille, que le QG actuel de la Légion étrangère. Voilà, donc j'ai compris qu'il y avait matière à faire un vrai film sur cette vie incroyable. Doté d'une mémoire prodigieuse, le mentonné Herbert Taube, un des derniers témoins de cette période de l'histoire, expose avec clairvoyance ce qu'il a surmonté durant sa jeunesse. Je l'ai trouvé extrêmement charismatique. J'ai été aussi bluffée par sa force physique, enfin sa forme, par la clarté de sa mémoire, par la précision en fait de son récit. Quand on voit qu'il a cet amour de la vie et cet optimisme à tout crin, il y a quelque chose d'extrêmement inspirant et moi je le regarde comme un modèle en fait maintenant et c'est un peu une espèce de grand-père spirituel et comme un modèle. Le film documentaire Herbert Taube, le destin français d'un indésirable sera prochainement en diffusion télé. Ça, il faut quand même, pour moi c'est quelque chose d'assez particulier de dire je suis à un endroit où j'étais il y a des années et des années. Dans la chronique américaine de cette semaine, on retrouve notre correspondante Alexandra Pani au siège des Nations Unies. Bonsoir. Vous ne nous parlez pas politique internationale malgré le lieu, mais culture avec une exposition de timbres de différentes époques, mais qui ont bien entendu un fil rouge commun. Bonsoir à vous. Oui, tout à fait. La philatélie monégasque et les Nations Unies a été créée par la mission permanente de Monaco grâce au prêt de l'Office des émissions des timbres-poste monégasques. Un clin d'œil pour refermer cette année de commémoration des 30 ans de l'admission de la principauté aux Nations Unies. Je vous propose tout de suite d'aller découvrir cette exposition. Il faut s'en approcher, venir au plus près de la toile pour y découvrir ces petits trésors. 55 timbres gardés précieusement dans les collections monégasques qui retracent les liens entre la principauté de Monaco et les Nations Unies. Nous avons d'abord l'admission de Monaco à l'ONU, ensuite les grands anniversaires, les 20 ans, 25 ans, 30 ans, également les 50 ans de l'ONU, puis nous avons des séries de thèmes sur l'Union internationale des télécommunications. Nous avons aussi 3 panneaux qui sont consacrés à l'UNESCO et 3 panneaux qui sont consacrés aux droits de l'enfant, un sujet très important pour Monaco, mais également les laboratoires de l'environnement marin, puisque de longue date, Monaco coopère avec l'AIEA, et puis des timbres anniversaires pour l'ONU-SIDA, et également aussi, là où ma collègue à Genève s'investit énormément, l'Organisation mondiale de la santé. Les plus anciens, une paire de timbres au format original, en losange, représentant l'UNESCO. Ils remontent à 1958. 16 panneaux composent cette exposition et reprennent chacun un détail de certains timbres. Alors, je vous donne un exemple de la beauté de la présentation, parce qu'en fait, vous voyez sur cette enveloppe premier jour, qui est reproduite en plus grand sur ce panneau, cette photo est celle du prince Régnier III lorsqu'il a parlé à l'ONU lors du 50e anniversaire de l'organisation. Et quand on a fait agrandir le timbre, on a vu que l'Office d'émission timbre-poste avait eu la délicatesse de marquer sur le dos du papier que tient le prince la date en fait de l'admission de Monaco à l'ONU. C'est des détails que si on regarde à l'œil nu, on ne se rend pas compte. Et cette enveloppe premier jour, qui commémore à la fois le centenaire Régnier III et les 30 ans de l'admission de Monaco à l'ONU, est vraiment très très jolie. Autre ambition de cette exposition, mettre à l'honneur le travail de l'Office des émissions de timbre-poste. Créé en 1937, il accompagne les célébrations d'événements nationaux et internationaux par l'émission de timbres et pièces de commémoration, toujours très recherchées par les collectionneurs. La mission a non seulement son rôle de défendre les positions politiques du gouvernement princier, mais aussi de promouvoir ce que Monaco fait de bien. Donc, à ce même endroit, il y a quelques années, nous avons monté une exposition qui s'appelait Monaco Crossroad for Sports.
Donc nous trouvons une belle façon de conclure cette année très importante puisqu'elle marquait à la fois le centenaire de la naissance du prince Régnier III et les 30 ans de l'admission de Monaco à l'ONU. 16 000 personnes travaillent quotidiennement au siège des Nations Unies à New York et plus d'1 million de visiteurs s'y pressent chaque année. C'est une vitrine idéale pour y présenter la culture monégasque. Hasard du calendrier, l'exposition s'est ouverte le 6 novembre, jour du 86e anniversaire de l'Office des émissions des timbres-poste. Il est connu dans le monde entier, le restaurant Le Louis XV, Alain Ducasse, hôtel de Paris. Eh bien, ce restaurant triplement étoilé vient d'être élu deuxième ex-aequo au classement des meilleurs restaurants du monde 2024 par La Liste. C'est un institut qui recense les 1000 meilleurs restaurants à travers toute la planète. Passons à la météo. Justin, bonsoir. Quoi de neuf du côté du ciel ? Bonsoir Fabien. Pour notre belle fête nationale, le temps sera au beau fixe en principauté. Des températures allant de 11 à 16 degrés sont prévues, accompagnées d'un grand soleil et d'un léger vent. Concernant la température de l'eau, 18 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h27 et se couchera à 17h03. En ce 19 novembre, jour de fête monégasque, n'oubliez pas les tanguis. Merci Justin, nous vous en avons parlé dans cette édition, la No Finish Line. Vous avez jusqu'à dimanche 16h pour vous y rendre et accomplir une bonne action. Chaque kilomètre compte et ce sont vos photos du jour prises par Manuel Vitali. On se retrouve demain pour votre JT dominical à 18h30. Nous reviendrons bien sûr sur la cérémonie de la fête nationale que vous retrouverez sur notre antenne en direct ce dimanche 9h30 avec aux commentaires Sandrine Bonilla, Christophe Paco, José Sacré et l'abbé Christian Venard. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.